Là, ça a commencé. Le médecin qui passait régulièrement pour ma femme à la maison, il m'a dit, il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que tu es en train de perdre pied, là. Eh bien, justement, à propos de voir quelqu'un, nous allons rejoindre, et on la remercie d'être là de manière aussi matinale, je le disais, psychologue, psychothérapeute, trauma-psychologue. Evelyne Josse, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, vous êtes avec nous depuis quelques minutes, vous avez entendu cet échange. Vous avez envie de réagir comment? Vous avez envie de leur dire quoi à Yana ici, qui était dans cette rame de métro, qui est sortie à la station Malbec quelques instants avant l'explosion, et à Christian qui, lui, conduisait ce train? Alors, par rapport à Christian, effectivement, je crois que la culpabilité est quelque chose que beaucoup de victimes éprouvent. Je prends les attentats de Paris, une dame qui se reprochait de ne pas avoir interdit son mari d'aller au Bataclan, par exemple. Hein. Donc, la culpabilité prend des chemins très étranges. Et ce qui a été dit, effectivement, c'est que les seuls coupables, ce sont les agresseurs. Et la preuve que Christian est effectivement victime, c'est qu'il souffre d'un stress post-traumatique, d'un trouble de stress post-traumatique, et qu'effectivement, il a besoin d'aide. Je n'ai pas tout entendu du premier reportage, donc je peux difficilement... Mais il y a eu deux options en fait. Vous aviez celle de Christian qui a dit moi j'étais là et mon rôle à moi c'était d'aider les gens et qui est resté dans l'enfer d'une certaine façon en essayant de vraiment d'apporter sa pierre à l'édifice si j'ose dire. Et puis vous avez Yana ici qui elle avait comme paramètre supplémentaire, mais je pense que vous étiez déjà avec nous à ce moment-là. Elle était enceinte de 6 mois et donc sa première priorité c'était de sortir de là pour avec comme fil rouge en disant il faut que je sauve mon bébé. Alors, effectivement, hein, je crois que j'ai entendu aussi une autre personne qui a été victime aussi à Malbec et qui était aussi enceinte. Et donc, effectivement, je pense que la première chose à faire, c'est de partir. Mais même si on n'est pas enceinte, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement naturel de vouloir sauver sa peau. Donc, elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. Alors, c'est très bien d'aller porter secours aux victimes. C'est aussi quelque chose de très naturel. En fait, on parle toujours de fuir ou de combattre hein, quand on est en situation de stress. Dans ce cas-ci, on ne peut que fuir. Mais on oublie aussi souvent qu'on a ce penchant tout à fait naturel et automatique d'aller porter secours aux blessés. Et ce qu'on remarque, c'est que toutes les personnes dans les différents attentats qui ont touché la France et la Belgique, c'est que les personnes qui ont été portées secours sont en général plus traumatisées encore, dans la mesure où elles ont assisté à l'horreur encore davantage. Alors je ne parle pas évidemment des blessés, et en plus madame dit qu'elle a été grièvement brûlée. Mais donc, il y a aussi des personnes qui sont indemnes, qui ont fui, qui ont bien eu raison de fuir. C'est vraiment tout à fait automatique et naturel. C'est notre système neurologique qui décide pour nous, en fait. Hein. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont des réactions complètement automatiques. Bien, alors justement, Evelyne Josse, on s'est parlé, je dirais, un petit peu avant. Il fut une époque où dès qu'il y avait un tremblement de terre ou un gros événement traumatique dans le monde, eh bien, vous partiez sur site, je dirais, pour justement apporter une aide psychologique aux victimes. Pour nous qui sommes un peu ignorants, et Christian l'évoquait, moi ça me... Même de l'entendre, quelque part, ça me révolte quand les gens me disent « avec quoi tu viens, ça fait déjà 6-7 ans ». Comment est-ce qu'on peut d'abord dire des choses comme ça? Et est-ce que vous comprenez que pour certaines personnes, eh bien, les choses comme ça, ça doit s'oublier comme le reste? On est dans une société où tout doit aller vite. C'est aussi la même chose pour les deuils. Hein. Vous êtes en deuil 6 mois. Maintenant, on considère que c'est un deuil prolongé. C'est presque pathologique. On est dans une société qui va beaucoup trop vite et qui va beaucoup plus vite que la subjectivité de la personne. Donc oui, effectivement, un traumatisme a cette particularité qu'il ne vieillit pas. Hein, j'ai envie de dire que tant qu'on n'a pas fait un travail qui a porté ses fruits en psychothérapie, en fait, un souvenir, c'est un circuit neuronal. Donc, c'est vraiment les neurones qui communiquent entre eux hein, et qui créent un circuit. Et tant qu'on n'a pas été changé ce circuit, eh bien, c'est comme si hier, aujourd'hui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce souvenir garde quelque part, malheureusement, sa fraîcheur et donc est toujours actif et produit toujours des symptômes.
Oui, c'est ce qu'on dit en fait. Le cerveau n'a pas de mémoire temporelle, c'est-à-dire que même si vous êtes fâché il y a 15 ans et que vous repensez aux événements, ben, vous repartez dans exactement la même rage parce que votre cerveau, ben, il ne le vit pas, il se dit pas c'est du passé, il le revit comme si c'était le présent. C'est bien ça? C'est ça le mécanisme en fait? Alors, pas pour tout, mais effectivement, quand quelque chose n'est pas digéré. C'est-à-dire qu'un traumatisme, c'est juste quelque chose qui n'est pas digéré et qui a besoin pour être digéré, soit de temps, mais ça passe rarement tout seul et certainement pas pour quelque chose d'aussi gravissime qu'un événement comme un attentat terroriste, là où on avait vraiment besoin d'aide pour aller changer ces circuits avec des techniques comme l'hypnose, comme le MDR. Voilà, et parfois ça ne suffit pas encore. Il y a heureusement aujourd'hui encore d'autres options thérapeutiques qui commencent à s'ouvrir. Oui, bien, j'imagine. Et qu'avez-vous envie, vous, aujourd'hui, de dire à ces témoins qui viennent témoigner ici, ou même ceux que vous rencontreriez vous-même, je dirais, aux abords du palais de justice, enfin du palais de justice, de l'endroit où la justice va être rendue? Alors c'est vraiment une période très difficile, même pour les personnes qui ont réussi à, à être résilientes. On en parle beaucoup de résilience. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, grâce à une thérapie, ont réussi à dépasser l'événement des attentats terroristes. Et malgré ça, même ces personnes-là vont être réactivées. Alors, les personnes qui vont aller témoigner, elles doivent aller recruter dans leur mémoire, même celles qui ont justement réussi d'une certaine façon à passer au-dessus, elles doivent aller rechercher pour pouvoir témoigner. Et donc, du coup, elles vont être activées dans toutes leurs émotions. Toutes les personnes qui vont aller au palais de justice, ce qui va se passer aussi, c'est cette première confrontation aux accusés, qui est souvent une période très difficile, avec beaucoup de peur en général. Et alors, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé aux attentats de Paris et qui peut ou pas se passer ici en fonction de l'attitude des accusés, c'est que parfois, il y a une réhumanisation des accusés. Et c'est encore plus compliqué. Je m'explique. On croit que ce sont des monstres. Alors, ils ont commis des actes monstrueux, c'est sûr. Et au départ, on pense qu'on va voir des monstres. Et quand ils pleurent, quand ils parlent de leurs parents, etc., eh ben, on se rend compte qu'en fait, ce sont des gens comme tout le monde. Ils ont eu, en tout cas certains, aux attentats de Paris, au procès des attentats de Paris, des paroles pour les victimes. Et dans ces cas-là, en fait, on se rend compte de toute leur humanité, on les réhumanise, et du coup, on n'a plus des monstres en face de soi, et c'est encore plus compliqué. Parce que c'est plus facile, on peut juste, voilà, Oui, non, j'imagine bien. Et donc là, ça met encore plus de difficultés dans la tête, encore plus de confusion. Bien. Justement, ça vous évoque quoi ce que vous entendez là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure? C'est quand même, je dirais, des paroles de sage d'une certaine façon. Yana ou Christian, vous avez envie de donner une réaction à ce que vient de dire Evelyne Josse? Moi, j'ai essayé avec une thérapeute, mais ça n'a pas porté ses fruits. Donc, déjà pour commencer, j'ai toujours eu du mal à en parler. Moi, j'avais tout mis par écrit. Donc vous avez parlé d'une certaine façon. Oui, disons que je préfère m'exprimer par écrit. D'accord. Et puis, comme ça, moi, je ne devais pas le répéter et tout ça. Parce que, je t'ai dit tantôt, on est devenu hypersensible. Oui, ça use. Ça ronge à l'intérieur quelque chose d'incroyable. Et on parvient pas, allez, moi personnellement, je parviens pas à passer le cap, quoi. Bien, une question qui me vient comme ça. Est-ce que vous avez eu une aide psychologique de la part de votre employeur, ou bien toutes les aides que vous avez pu avoir, c'était à titre privé uniquement? Non, bon. Je rappelle que votre employeur, c'est la STIB, et donc oui. C'était à bord d'un de leurs trains que vous avez eu ce problème. Bah, tu sais, il faut déjà que la personne avec qui tu parles sache que c'est qu'une explosion en zone confinée. Et ça, évidemment, il y a peu de gens qui, heureusement, d'une certaine façon, qui le savent. Moi, j'avais demandé d'aller à l'hôpital militaire, ça a été refusé parce que c'était Saint-Pierre ou Saint-Jean. J'ai dit, c'est l'hôpital militaire ou rien. Alors là, je suis reparti au dépôt. Mais comme je te dis, c'est la première fois que ça arrivait, personne ne savait quoi. Alors bon, oui, tu es un gars des ressources humaines, chaque fois que je le croisais, il me dit, ça va? Ben oui, ça va. Point, on s'arrêtait là. J'avais pas envie de rentrer dans le détail, quoi.
Parce que bon, il est gentil, mais bon, c'est un petit jeune, là, 24 ans, tu vois, bon, il peut pas... Quand tu l'as pas vécu, tu peux pas t'imaginer ce que c'est. Ouais. Mais, en fait, c'est quelque chose qui revient, et je parle sous votre contrôle, Evelyn Joss. J'imagine que c'est des propos qui reviennent souvent dans beaucoup de traumatismes en disant les gens ne peuvent pas comprendre, vous ne l'avez pas vécu. Est-ce que c'est légitime d'une certaine façon, mais est-ce que vraiment c'est la vérité? On ne peut pas comprendre quand on ne l'a pas vécu? Alors, je pense qu'il y a évidemment des psychotraumatologues qui peuvent comprendre et qui ont travaillé dans des contextes aussi difficiles comme la guerre. Alors, je comprends très bien Christian qui n'a pas envie d'en parler parce qu'effectivement, chaque fois qu'on en parle, ça réactive et ça ancre davantage le trauma. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller chez des psychologues qui sont psychotraumatologues, qui connaissent extrêmement bien le trauma et qui utilisent des techniques comme le MDR, par exemple, et l'hypnose qui sont tout à fait adaptées. Et effectivement, il a écrit, donc c'est quelque chose que le thérapeute pourrait lire plutôt que de demander à Christian de tout répéter. Alors bien sûr, il y a des moments où il faudra dire certaines choses, mais je comprends, il a tout à fait raison, et je comprends très bien aussi qu'il ait eu envie d'aller à l'hôpital militaire. C'est tout à fait naturel, c'est une réaction en fait très saine, c'est d'aller vers finalement des gens qui connaissent ce genre de traumatisme, qui connaissent les explosions, les bombes, etc. Et comment vous jugez-vous, psychotraumatologue bien sûr, le fait qu'il émet une demande qui paraît légitime, et vous l'évoquiez à l'instant, c'est tout à fait normal, et à la limite, ça va dans le sens de toute logique et de toute cohérence, et qu'on lui dit « Ah non, 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 c'est pas là, c'est là ou c'est là ». Comment est-ce qu'on réagit à ça? Est-ce que ça veut dire que il est tombé sur un fonctionnaire très très carré qui dit bah, c'est là ou c'est là, ou bien, et on y reviendra avec eux juste à la fin de cet entretien, ou bien effectivement, eh bien c'était dans l'urgence, il y avait des quotas pour tel hôpital, ou tel hôpital, et ben, les sauveteurs pouvaient pas faire autrement que diriger là où on leur demandait d'aller. Alors effectivement, quand il y a une catastrophe comme ça qui concerne beaucoup de gens, il y a des protocoles. Hein, donc c'est probablement ça qui a fait que ça a été dispatché comme ça sur différents hôpitaux, mais ça je ne sais pas exactement. D'accord. Evelyn Joss, en 2 minutes, et après on se reverra, on se rentend après le journal. Comment réagissez-vous aux propos de nos deux invités? Je crois que tout a été dit, effectivement, je pense que c'est un long chemin de reconstruction, que effectivement l'important c'est de donner du sens, et quand on a un bébé, effectivement, on est très motivé parce qu'il y a du sens hein, par rapport au futur, et que Christian a peut-être plus de difficultés à retrouver du sens, et qu'on voit vraiment tous les symptômes du trauma. Et oui, c'est vrai qu'il y a un avant et un après, et comme ça a été dit quelque part, ça doit faire partie de l'histoire comme un chapitre. Et finalement, Christian est dans le trauma, et ça veut dire que quand on est dans le trauma, on reste coincé dans le chapitre, il n'y a plus de futur. Et donc, oui, on restreint sa vie. Moi, j'ai l'image d'une maison où, en fait, on s'enferme dans une pièce et toutes les autres pièces, elles sont condamnées. C'est-à-dire que toutes les autres aspects de notre vie, les aspects sociaux, tout ça, ben, finalement, on ferme la porte. Donc, moi, je ne peux qu'encourager Christian à aller trouver un psychothérapeute, psychologue qui connaît vraiment bien le trauma et qui pourrait l'aider à traverser ça. D'accord. Je pense que le message a été reçu. Je ne sais pas s'il sera entendu, mais il a été reçu, Evelyn Joss. Donc, je me tourne maintenant. Elle a été patiente. Elle est toujours avec nous. Evelyn Joss, notre comment dirais-je, correspondante psychothérapeute, psychotraumatologue. J'imagine que vous êtes toujours avec nous, Evelyn. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez écouté, j'imagine, attentivement. En même temps, c'est un peu le métier de psychologue qui veut écouter. En 5 minutes maintenant, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, qu'on aborde deux choses. La première, je le disais tout à l'heure, vous m'aviez dit hors antenne, il n'y a personne qui sort indemne d'un événement tel que celui-là. Si vous pouviez un petit peu étayer ce propos, ça m'arrangerait et ça nous ferait vraiment du bien, je pense. Et puis aussi, on va évoquer un petit peu,
parce que nous avons une chronique dans cette émission qui s'appelle Parents-enfants mode d'emploi, et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, c'est la transmission. Et comment est-ce que des parents, parce que les enfants vont écouter, ils sont sur leur smartphone, ils regardent les infos, ils entendent un procès, les attentats, ben comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on parle avec ces enfants de ces événements tragiques? Alors, Evelyne Josse, je vous laisse vous aussi la parole pendant 5 minutes non-stop si vous le souhaitez. Alors, par rapport à la première question, effectivement, dans ce procès, on pense évidemment aux victimes, on pense aux familles des victimes. Moi, je pense évidemment à elles et je pense aussi à ces pauvres jurés, un jury populaire qui a été le choix de la Belgique que je ne... Moi, je suis pas très pour ce choix-là. Hein. En France, pour tout ce qui est terrorisme, on prend des jurés professionnels. Alors, ces personnes n'ont rien demandé. Elles vont être là sur une longue période de temps. Alors, c'est vrai que déjà, souvent, c'est une épreuve, mais qui peut être enrichissante. Ici, le problème, c'est que c'est vraiment très, très long. Donc, c'est difficile à organiser avec sa vie professionnelle, familiale. Mais ces personnes vont devoir rester là. Elles ne peuvent pas fuir. Elles ne peuvent pas dire oh, « aujourd'hui, je ne vais pas ». Et elles vont être confrontées aux détails de l'enquête. Elles vont être aussi confrontées aux témoignages poignants des victimes. Et alors, c'est vrai pour les jurés, c'est vrai aussi pour les journalistes qui suivent l'affaire pour leurs journaux, c'est vrai aussi pour les traducteurs. Et donc, moi, je pense aussi à toutes ces personnes qui ne vont pas nécessairement avoir du soutien et qui ne vont pas se reconnaître comme victimes. On a bien entendu déjà ici, parmi les victimes directes, celles qui n'ont pas été blessées disent « Ah oui, non, mais finalement, il y a des gens qui sont en plus mauvais état que moi. » Et donc ici aussi, ce sont des personnes qui vont être confrontées de plein fouet, qui vont plonger dans l'horreur de cette date fatidique et qui vont peut-être pas trouver, ou en tout cas qui vont peut-être pas même s'autoriser à avoir des soins psychologiques. Alors par rapport aux enfants, je dirais que plutôt que de parler aux enfants des attentats et du procès, je pense qu'il faut plutôt commencer par parler avec les enfants, c'est-à-dire de leur demander ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils savent. Et parce que souvent les enfants croient comprendre quelque chose, c'est encore plus vrai, je dirais, pour les adolescents. Et en fait, quand on leur pose la question, qu'est-ce que c'est un terroriste, ils savent pas répondre en fait. Hein. Ils vont dire des choses sans comprendre en fait le sens des mots. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de s'arrêter avec eux et de vraiment comprendre leur point de vue à eux sur la chose par rapport à leur niveau de compréhension. C'est de toujours parler avec les enfants et avec les adolescents un langage qu'ils peuvent comprendre. On ne va pas évidemment tout dire et dire n'importe quoi. Je dirais, si je peux faire un parallèle avec la sexualité, on va évidemment adapter notre langage quand on explique ce que c'est la sexualité aux enfants, mais je dirais que pour les attentats, c'est pareil. Oui, par contre, pardonnez-moi, Evelyne Josse, de vous interrompre un instant. Justement, comment leur apporter des réponses ou donner une explication à un enfant quand nous-mêmes, nous ne les possédons pas, ces explications ou ces réponses? C'est délicat quand même, parce que les questions sont les vraies questions. Tout à fait. Alors, je pense que d'abord, c'est important de dire qu'on ne connaît pas tout, que les adultes n'ont pas réponse à tout. Et donc, on peut dire notre point de vue et on peut dire que d'autres ont un autre point de vue. Donc, on peut aussi partager le point de vue d'autres personnes. Donc, c'est vrai que par rapport à des actes aussi monstrueux, on n'a pas toujours de réponse et je crois qu'on doit pouvoir le dire. On doit aussi pouvoir élargir le débat, c'est-à-dire que ça permet de parler de la religion, de l'idéologie, d'un procès. Donc, qu'est-ce que c'est la justice ? Alors, je pense qu'il faut même élargir le débat, parce qu'ici, nous sommes face à des attentats islamistes qui ont à voir avec la religion, mais on est tout à fait d'accord que c'est une religion complètement dévoyée et que moi, toutes les personnes qui sont confrontées à ça, qui sont musulmanes, évidemment, ne sont pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé, mais on peut aussi être confronté à d'autres types d'attentats. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une montée de l'extrême droite et donc on doit aussi s'attendre à des attentats de ce côté-là. Il y a des attentats qui ont été déjoués récemment en Belgique. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir des métaphores, d'expliquer, toi tu fais tel sport, je sais pas, moi tu fais de l'équitation, eh bien il y a des gens qui estiment que
Hein, si on prend une comparaison, tout le monde devrait faire du football et on ne devrait plus faire d'équitation. C'est-à-dire il y a des gens qui pensent qu'on doit faire comme eux, on doit penser comme eux, qui ne sont pas d'accord avec notre mode de vie. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut expliquer. D'accord. Comme vous dites, c'est pas toujours évident. Et justement, on sait que l'imagination et l'imaginaire, c'est souvent pire que la réalité. Donc, le but, c'est vraiment de parler. Parce que je sais que la tendance est de protéger ses enfants. Donc, on n'a peut-être pas, par définition, envie, a priori, de leur en parler parce que c'est quand même de l'horreur, c'est quand même des moments compliqués. Mais en fait, ne pas leur parler, c'est laisser libre cours à leur imagination qui peut faire plus de dégâts que la réalité parfois. Alors tout à fait. Donc je pense que préserver ses enfants, c'est justement de leur parler parce que c'est complètement insensé de croire qu'ils ne sont pas au courant. Ils entendent la radio, ils entendent la télévision, il y a les discussions à l'école entre copains, donc il faut leur parler. Ça, c'est vraiment très très important parce qu'effectivement, sinon l'imagination est souvent pire. Donc oui, on veut protéger nos enfants et c'est vrai que les attentats sont quelque chose de difficile à expliquer. Je pense ça fait partie du fait de grandir, c'est par notre comportement, notre attitude et par ce qu'on dit à nos enfants, de se dire qu'en fait on peut vivre avec un certain risque. Les enfants savent qu'il y a des accidents de voiture, qu'il y a des gens qui meurent de cancer, donc en fait ils ne sont pas complètement protégés, ils doivent être soutenus. Bien. Et donc ce qu'on doit montrer aux enfants, c'est que la vie suppose un certain risque et qu'on peut vivre avec ce risque-là. Donc ça n'empêche pas de vivre. Bien, parfait. Bien. Alors, on va retrouver nos invités. Evelyne Josse, qui est avec nous et avec laquelle nous étions juste avant les infos. On parlait des enfants, Evelyne, et qu'il fallait, je rappelle à nos auditeurs, il faut leur parler, c'est mieux que le silence, parce que l'imagination peut parfois faire plus de dégâts que la réalité, si c'était encore possible dans ce cas-ci. Evelyne, vous, en tant que psychotraumatologue, j'ai envie de dire, qu'attendez-vous à titre personnel, et je poserai la même question à nos invités pour terminer cette matinale. Qu'attendez-vous à titre personnel de ce procès et que pensez-vous que les témoins ou les personnes incriminées ou les victimes attendent de ce procès? Est-ce que c'est que chacun attend autre chose selon vous ou bien c'est un peu unanime? Non, je pense que les gens attendent des choses différentes. Il y a des personnes qui attendent de faire quelque part le procès des autorités, d'autres c'est le procès du terrorisme, pour d'autres encore c'est le procès des accusés. Donc je pense que chacun a des attentes différentes. Certaines personnes ont envie de comprendre ce qui s'est passé, ce qui peut se passer dans la tête des personnes. J'ai d'ailleurs moi-même écrit sur les processus qui amènent une personne à se faire exploser, donc je pense que je comprends bien qu'elles attendent ce type de réponse. Je pense que ce sont des réponses qui sont compliquées à recevoir dans un procès. Je pense que les accusés eux-mêmes ignorent les processus qui les ont amenés réellement, hein, les processus psychologiques qui les ont amenés à être dans la position dans laquelle ils se sont trouvés. Donc on attend des réponses, on a parfois des réponses, mais pas nécessairement toujours celles qu'on attend. Donc on attend la vérité, mais est-ce qu'on l'aura? C'est-à-dire que même quand les personnes s'expriment, les accusés s'expriment, est-ce qu'ils disent réellement la vérité? Donc entre la vérité et la réalité, c'est différent. Alors c'est clair que le procès, on attend parfois que ça puisse clôturer quelque chose pour pouvoir faire le deuil et commencer enfin à vivre. Alors c'est vrai, si ça donne du sens, si ça apporte des réponses, ça peut aider. C'est un parcours, c'est une étape hyper importante sur le parcours d'une personne qui a vécu des attentats, mais ça ne va pas tout faire non plus, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la spécificité du traumatisme et du souvenir traumatique qui est inscrit dans le cerveau. Un procès peut aider sur le chemin. C'est aussi, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, quelque chose qui va beaucoup perturber les victimes, qui va réactiver leur traumatisme. Moi, j'ai envie de dire c'est un mal nécessaire. Donc c'est un mal parce que ça fait du tort, mais en même temps c'est un bien parce qu'on a aussi la chance d'avoir un procès, hein. Dans certains cas, comme le 11 septembre, les gens n'ont pas eu le procès qu'ils auraient souhaité. Donc je pense que c'est important d'avoir un procès, que c'est une étape.
Ça dépend ce qu'on en attend et ça dépend si on a été préparé à ça. Effectivement, moi j'ai aussi suivi le procès des attentats de Paris, c'est très différent. Là, on parlait d'indemnisation, l'indemnisation a été très différente en France. Donc je pense que, moi j'avais même eu envie d'écrire un article avant ces procès-ci en Belgique en disant les procès des attentats de Bruxelles c'est mal parti, parce que je pense qu'effectivement ça a été mal préparé, ça a été redit par rapport aux victimes qui ont été peu informées finalement de leurs droits. Et donc, du coup, il y a eu peu de préparation en amont par rapport aux victimes. Alors, effectivement, il y a des associations de victimes, il y en a 2 principalement. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Et elles continuent de le faire. Et elles ont fait un travail extraordinaire. Jamila a fait un travail extraordinaire. Ce qui a été différent en France, c'est que c'était une association de victimes qui était professionnalisée et qui existait déjà depuis longtemps, et donc qui s'est très vite mis en branle après les événements. Donc ça, on a manqué à nos devoirs, je dirais, en termes d'État par rapport à ça. Donc, effectivement, les procès peuvent être très compliqués à vivre et tout va dépendre de comment les personnes ont été préparées, de ce qu'elles attendent du procès, et ça fait partie de la préparation. Bien, merci beaucoup Evelyne pour tous ces éclairages. Vous êtes d'accord avec ce qu'Evelyne vient de dire en ce qui concerne le procès qui s'ouvre aujourd'hui, Yana ou Christian? Oui, moi je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre, et en effet, pour moi, c'est une étape à passer. Donc c'est un, je dis. Est-ce que vous redoutez ce moment où vous allez croiser peut-être le regard d'un des accusés? Oui, je le redoute. Je pense que ça va. J'ai déjà eu l'occasion de visiter les lieux parce que le parquet fédéral avait organisé une visite au mois de septembre, donc j'ai déjà connu l'endroit, et rien que ça, c'était difficile parce qu'on se projette. Vous avez envisagé ce moment? Vous avez envisagé ce moment où les regards vont se croiser, ou peut-être même physiquement, vous allez vous croiser? Peut-être que le regard va pas se croiser, mais rien que de les voir, vraiment là, ce sera... C'est un moment difficile que vous redoutez. Je ne peux pas du tout m'attendre à ce que les regards se croisent. Moi, je ne sais pas dans quel esprit sont les personnes, s'ils vont se cloîtrer sur eux-mêmes ou s'ils vont... ça fait partie de ce que vous attendez, ça? C'est qu'ils aient... Evelyne Josse, vous êtes toujours avec nous, je suppose, je vous vois, donc vous êtes là. Cette émission touche à sa fin, il nous reste 2 petites minutes pour conclure. Pour vous, au jour d'aujourd'hui, c'est un attentat ou un événement gravissime comme d'autres, puisque je le rappelle, à une certaine époque, vous alliez sur le terrain, sur site d'événements très traumatiques, comme peuvent l'être des tremblements de terre, d'autres attentats, j'imagine, terroristes dans d'autres pays. Est-ce que le fait que ça se passe en Belgique, ça change la donne pour vous, déjà à titre personnel? Mais oui, je crois que pendant très longtemps, on se croit invulnérable jusqu'à ce que ça nous arrive aussi. Donc, pendant longtemps, on a pensé que ça se passait dans d'autres pays. Moi, je travaille notamment en Algérie, où on a eu les années noires avec le terrorisme. La particularité du terrorisme, et je pense que le terrorisme, malheureusement, a eu un impact important sur notre société, dans la polarisation de notre société. Dans un premier temps, on a eu beaucoup de solidarité entre communautés. Et je pense que malheureusement, ça a aggravé la fracture entre communautés musulmanes et non musulmanes. Et je le regrette évidemment beaucoup, mais il y a la méfiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les pays où on a eu des périodes d'attentats terroristes. C'est qu'il y a vraiment une méfiance de la population. Et donc, je pense que oui, ça apporte malheureusement des fruits pourris, j'ai envie de dire, sur le long terme. Bien, écoutez, Evelyne Josse, je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue, également chargé de cours à l'Université de Metz. Je m'arrête là parce que vous avez un CV long comme le bras. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous et de rester, parce que là, pour le coup, à l'instar de nos 2 invités ici en studio, vous étiez en studio avec nous, mais via Skype et plus de 2 heures. Merci beaucoup, vraiment.
du fond du cœur d'avoir accepté. Et je pense que votre parole leur a probablement fait du bien. Et je vois qu'Isaac est ici en studio. Et vous, justement, ça représente quoi, ces gens qui viennent témoigner pour la psychologue que vous êtes? Est-ce que ça veut dire qu'ils avancent dans la bonne direction, selon vous? Le fait qu'ils viennent témoigner? Oui, tout à fait. Alors oui, c'est clair que, comme on l'a dit, c'est une étape importante, hein, même si ça va réactiver. Je pense que c'est effectivement que la démocratie se joue dans ce procès, donc c'est important que les victimes puissent faire entendre leur voix. Je pense évidemment aussi que les droits de la défense doivent être complètement respectés, hein, donc je pense que c'est un événement important pour les personnes, pour les victimes et aussi pour la Belgique. Bien, écoutez, on verra. D'ici 6 à 9 mois, on aura le résultat et ce sera peut-être l'occasion pour nous de nous retrouver d'une certaine façon. Je l'espère, en tout cas. J'aurais préféré que ce soit dans de bonnes circonstances, mais il y a comme ça. La vie, elle est faite comme ça. C'est ce que j'appelle de belles rencontres. Merci beaucoup, Yana. Merci, Christian, d'être venu. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été aussi patiente. Merci aussi à Gaëtan Meuleman, qui est intervenu, mais qui, lui, est en pleine audience maintenant. Merci à Valérie Gérard, notre avocate, votre avocate, Yana et Christian, qui s'occupe des indemnisations faites aux victimes dans le cadre de Life for Brussels, qu'on remercie aussi, Jamila Ada, qui est présidente et fondatrice de cette ASBL. Et sans elle, vous ne seriez pas là aujourd'hui pour en parler, parce que on le rappellera et on fera peut-être un jour une émission là-dessus, sur les méandres et les complications. Et Kafka est toujours bien vivant dans l'administration en Belgique. Merci beaucoup à vous tous et toutes qui êtes venus témoigner. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez. Et c'était une matinale bien particulière aujourd'hui. Et c'était la moindre des choses, je dirais. Merci beaucoup, beaucoup.